Alors, notre première question, c'est, selon vous, les défis les plus urgents auxquels la France doit faire, quels sont les défis les plus urgents auxquels la France doit faire face aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. Euh, La France, aujourd'hui, doit faire face à beaucoup de défis qui ont surtout trait à sa place dans le monde, à sa place en Europe. Euh, L'Europe, en ce moment, a un déficit de leadership. Et en particulier, pendant très longtemps, on avait l'Angleterre qui occupait une place particulière en Europe. Puis face à l'Angleterre, il y avait un axe franco-allemand solide qui avait tendance à ancrer l'Europe et à lui donner un cap. Aujourd'hui, l'axe franco-allemand est un peu affaibli et donc la France doit, euh, pour continuer à maintenir son influence sur l'Europe et s'assurer que l'Europe soit vraiment une force puissante à l'échelle mondiale, eh ben, elle doit retrouver, soit reconstruire un axe solide avec l'Allemagne, soit solidifier encore plus sa relation avec d'autres pays comme par exemple l'Espagne, l'Italie ou même le Portugal. Euh, et c'est pas évident puisque tout ça dépend beaucoup de la configuration politique dans chacun de ces pays. Et c'est pas si simple de travailler avec Madame Meloni en Italie. C'est pas si simple de travailler avec le gouvernement d'extrême droite, par exemple, aux Pays-Bas. Mais il faut quand même que la France y arrive parce que les enjeux auxquels font face l'Europe, notamment en termes de concurrence industrielle et technologique et aussi en termes sécuritaires avec la guerre en Ukraine, c'est des enjeux essentiels sur lesquels l'Europe doit être très forte. Et l'Europe ne peut pas être forte s'il n'y a pas un axe fort avec, dans son sein, la France qui dicte une vision. D'accord. Merci. Pensez-vous que les dernières élections présidentielles américaines vont avoir des répercussions sur la France? Elles vont avoir des répercussions sur le monde, comme toujours, hein. Ce qui se passe aux États-Unis a toujours des répercussions sur le monde. C'est la plus grande économie mondiale, c'est le pays le plus innovateur, et c'est le pays qui, ces 200 dernières années, a déterminé la marche du monde dans une grande mesure. Ce sont eux qui ont arrêté les guerres quand ils ont voulu les arrêter, qui ont lancé les guerres quand ils ont voulu les lancer. Euh, Maintenant, aux États-Unis, on a un changement très marquant avec l'élection de Donald Trump, qui est le candidat des Républicains, mais qui est un candidat très particulier, qui a un agenda très protectionniste, qui dit America First. Donc forcément, si c'est l'Amérique d'abord, ça veut dire tous les autres derrière, et tous les autres, c'est notamment l'Europe. Euh, on a l'impression qu'on a un président américain qui considère l'Europe plus comme un adversaire que comme un allié, et ça, c'est un changement fondamental par rapport à ce qu'on a connu depuis un siècle. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, parce qu'il n'est pas possible que l'Europe et les États-Unis se considèrent comme des adversaires. Il faut absolument qu'on arrive soit à travailler avec Trump, soit à travailler avec ses conseillers, notamment des gens comme Elon Musk ou comme d'autres personnes qui sont proches de lui, qui sont peut-être un peu plus raisonnables, un peu plus faciles dans la conversation, les convaincre de l'intérêt d'avoir une vision alignée entre l'Europe et les États-Unis et d'être d'accord sur quels sont nos grands principes et surtout quelles sont les valeurs que l'on veut défendre et faire respecter dans le monde. Et, d'une manière automatique, ça nous aidera à, à nous réaligner face aux mêmes adversaires. Et nos adversaires, c'est les régimes totalitaires, les régimes impérialistes que l'on voit notamment avec ce que fait la Russie. Donc voilà, les élections présidentielles américaines sont fondamentales. Elles présentent un risque, mais il faut pas renoncer à faire des États-Unis et à maintenir les États-Unis dans notre camp et comme un allié plutôt que comme un adversaire. Ouais, merci. Et aussi, concernant autre chose qui se passe dans le monde, selon vous, comment la France peut-elle aider le Liban dans la situation actuelle et quel est son rôle un peu dans Ouais. cette situation? Bah, la France a toujours eu une relation très proche avec le Liban. C'est un pays avec lequel on partage une histoire, des racines culturelles, des racines religieuses. C'est le pays du Proche-Orient duquel on est le plus proche, c'est connu. Et c'est vrai que la France, depuis des années, depuis des dizaines d'années, est préoccupée par ce qui se passe au Liban, les difficultés des gouvernements libanais d'imposer des régimes stables et une paix viable dans leur pays. Et on sait que le pays, le Liban est un pays qui est ouvert aux ingérences de puissances de la région, notamment l'Iran, à travers euh, l'organisation Hezbollah.
Le Liban est aussi perméable aux conflits en provenance d'Israël et de Palestine. Donc, la France, à l'évidence, soutiendra toujours le Liban et tout ce qui pourra être fait pour assurer la paix et la prospérité du Liban. Mais ça passe avant tout par l'objectif numéro un de la France actuellement au Proche-Orient, qui est le rétablissement de la paix en Israël et en Palestine. Et donc, c'est pour ça que la France se bat énormément en ce moment pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine. Euh, et, euh, et si ce cessez-le-feu existe, eh bien, ça contribuera à faire baisser les tensions dans toute la région et ça permettra d'éviter l'extension du conflit armé euh, au Liban, pardon, et notamment à Beyrouth. Merci beaucoup. Et donc, une des choses dont je pense que vous êtes le plus fier dans votre carrière, c'est du coup la loi que vous avez passée sur les réseaux sociaux, qui s'appelle la loi influenceur. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez, vous pouvez un peu nous résumer cette loi et en quoi elle traduit vos convictions? Bah, c'est une loi qui, effectivement, alors je suis très fier, parce que déjà, c'est une loi transpartisane. C'est une loi qu'on a fait entre deux députés de deux partis différents, un de l'opposition, un de la majorité, et sur laquelle on a réussi à se mettre ensemble sur quelques grands principes. Et ces grands principes, c'était la volonté d'accompagner le développement de la publicité à travers les réseaux sociaux pour mieux protéger à la fois ceux qui font la publicité, à savoir les influenceurs, les créateurs de contenu, mais surtout les consommateurs, et encore plus en particulier les jeunes consommateurs. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était une loi qui soit sans être punitive pour les influenceurs, mais qui soit plus protectrice pour les consommateurs, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Et non seulement on a réussi à mettre en place une loi qui a été votée à l'unanimité et qui, de la vie générale, est efficace, elle crée des nouvelles règles qui sont protectrices, qui sont efficaces, qui sont claires, mais en plus, cette loi, non seulement elle met en place des règles claires, avec des sanctions qui sont dissuasives, mais surtout, cette loi, elle a réussi à créer un débat public au sein de la société, au sein des influenceurs et des créateurs de contenu, mais au sein aussi des utilisateurs des réseaux sociaux, au sein des observateurs, les médias, les parents, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont exposés directement ou indirectement aux réseaux sociaux et aux messages que véhiculent les réseaux sociaux, ont compris l'importance, à un moment, de reprendre la main sur la manière de laquelle se font les choses sur les réseaux sociaux, sur le type de messages qui s'y véhiculent, en particulier quand ces messages véhiculent des messages publicitaires. Donc, eh bien voilà, on est fiers parce que cette loi, elle est efficace, elle a été votée à l'unanimité, et surtout, elle a déjà des conséquences pratiques parce qu'elle a créé un débat public qui a déjà contribué à faire changer les mentalités, à faire changer les choses. Du coup, cette loi consiste à restreindre les publicités que les influenceurs font. D'une certaine manière, oui. En tout cas, à réguler la manière de laquelle les influenceurs peuvent faire de la publicité. Notamment à s'assurer que les règles existantes soient respectées. Notamment que si un influenceur veut faire de la publicité pour, par exemple, des boissons gazeuses ou de la nourriture très sucrée ou très salée, eh bien, comme dans la vie réelle, comme s'il faisait de la publicité sur la télévision ou à la radio, eh bien, il y ait sur ses messages, sur ses vidéos, les mêmes messages de prévention qu'il y aurait à la télévision. Manger, bouger ou manger 5 rations de fruits et légumes par jour. Pareil, l'alcool, eh bien, la loi E20 dans le monde réel dit que on ne peut pas faire de la publicité pour de l'alcool dans des émissions qui visent un public jeune. Eh bien, la loi E20 appliquée aux réseaux sociaux, ça veut dire, et donc à travers la loi influenceur, ça veut dire on ne peut pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux à travers des influenceurs si cette publicité va toucher des mineurs. D'accord ? Par ailleurs, il y a certaines choses sur lesquelles on allait même plus loin que la loi existante. En particulier, sur la chirurgie esthétique. On l'a dit. Le problème, la problématique des réseaux sociaux et des influenceurs, c'est qu'il existe entre l'influenceur et son audience une relation de confiance qui n'existe pas entre les canaux de publicité traditionnels et leur audience. Et cette confiance, elle peut être abusée. Elle peut être abusée notamment par des influenceurs qui oublient de dire que le message qu'ils passent est un message publicitaire pour lequel ils ont été payés. Ou la confiance peut être abusée par un influenceur qui utilise une fausse image, une image modifiée du corps ou du visage d'une personne pour faire croire que ce corps ou ce visage artificialisé est en fait le résultat de l'utilisation de tel ou tel produit ou de telle ou telle procédure de chirurgie esthétique. Donc la loi influenceur, elle est très stricte là-dessus. Elle dit les images et le discours doivent être sincères. Si c'est de la publicité,
il doit être écrit publicité. Si les images ont été modifiées, il doit être écrit image modifiée. Et si c'est pour faire de la publicité sur la chirurgie esthétique, pour des produits amincissants, embellissants, etc., eh ben, ça ne peut pas se faire parce que ce sont des produits qui embarquent avec eux tout un discours sur la beauté physique, sur des standards de beauté artificiels, et on pense que c'est particulièrement nocif pour les personnes qui écoutent ces discours, et que ces discours n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, en tout cas pas pour être promus par des marques ou des produits. Donc c'est pour ça que la loi influenceur interdit notamment de la publicité à travers des influenceurs pour la chirurgie esthétique et tous les produits qui ont trait à la chirurgie esthétique. Et donc, vous représentez tout les Français, donc au Portugal, en Espagne, en Andorre et à Monaco. C'est ça. Et vous avez donc créé cette loi qui est appliquée en France, qui n'est pas forcément appliquée partout au Portugal, et donc en Espagne et dans les autres pays. Mais donc, est-ce qu'elle est appliquée à nous, les Français qui habitent au Portugal? Alors, pour l'instant, non, parce que les règles européennes disent que, effectivement, une loi française ne peut s'appliquer, en particulier quand elle a trait au commerce électronique. Et la publicité sur les réseaux sociaux, c'est du commerce électronique. Les règles européennes disent que dans ce cas-là, c'est la règle du pays d'origine qui s'applique. Donc, si vous êtes un influenceur portugais qui exerce au Portugal, eh ben, c'est la loi portugaise qui s'applique à vous. Du coup, ma loi influenceur, pour l'instant, elle s'applique uniquement en France. Mais, comme beaucoup de pays, beaucoup d'observateurs ont trouvé que c'était une bonne loi, qu'elle était nécessaire, eh bien, l'Espagne, par exemple, vient de faire sa propre loi influenceur en copiant la loi française. L'Italie vient de faire sa propre loi influenceur en copiant la loi française. Et l'Europe, qui est en train de regarder tout ça, se dit, oulala, mais tous les pays européens sont en train de copier la loi influenceur française. Ça veut dire qu'il y a une attente généralisée de la part de tous les pays européens pour qu'il y ait une régulation, une meilleure régulation de la publicité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, l'Europe, on aurait peut-être dû penser à le faire. Et il n'est pas trop tard pour le faire. Donc l'Europe est en train de se dire qu'il devrait mettre en place une loi influenceur à l'échelle européenne et qui va sans doute s'inspirer en grande partie de ce que nous, on a fait en France. Et du coup, tôt ou tard, cette loi européenne, quand elle sera votée, eh ben, elle s'appliquera aussi ici au Portugal. Et donc voilà, in fine, c'est aussi ça mon objectif. C'est, malgré le fait d'être restreint à être un parlementaire français, pouvoir faire mettre en place des processus qui finissent par avoir un impact beaucoup plus large et qui finissent même par toucher les pays de résidence de mes électeurs. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces minutes. Merci, bonne chance à vous, bonne continuation et bravo à Redbridge et à tous ses élèves. Merci beaucoup, monsieur. Ravi de vous rencontrer.